Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, au Nord Kivu, ce matin, il y a eu un affrontement entre les forces de sécurité de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda à la frontière de ces deux pays. Bilan, un policier congolais tué. En rapport avec la guerre de l'Est, un rappel a été fait aux médias par le CESAC, aux professionnels et aux politiques, leur demandant de respecter les textes légaux et réglementaires lors de la production et diffusion des émissions. Et enfin, 2 usines ont été inaugurées par le ministre de l'Industrie Julien Paluku à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En début de cette semaine, il était accompagné du directeur général ad intérim du Fonds de promotion de l'industrie. Je vous le disais en titre, à Goma, dans la province du Nord Kivu, plus précisément à la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, où un incendie a eu lieu ce matin. Un échange de tirs a opposé des forces de sécurité au poste dénommé la Petite Barrière. Bilan, un militaire congolais tué. Bernadette Kamango. La Petite Barrière de Goma est un point de passage formant la frontière entre la RDC et le Rwanda. Selon les témoins, un militaire congolais qui se trouvait à la frontière s'est dirigé vers le poste rwandais. Ce dernier a traversé la zone neutre qui sépare les deux postes et a ouvert le feu sur un élément des forces de l'ordre du Rwanda. En face, ce dernier a répliqué, tuant sur le coup le militaire congolais. D'où il s'en est suivi un échange de tirs. Le bilan est encore incertain. Aux dernières nouvelles, une radio locale ferait état de 4 morts, un chiffre non encore vérifié pour le moment. En fin de matinée, les responsables de la police et de l'armée congolaise ont traversé la frontière pour récupérer la dépouille mortelle du général de brigade. Plus d'une centaine de personnes a tenté de manifester devant le poste de frontière. Le rassemblement a été dispersé. Un dispositif particulier a été déployé à la barrière. Entre-temps, le gouvernement suit de près la situation à Goma consécutive à l'incident déploré dans la matinée. Les services habilités, notamment la DGM et le mécanisme conjoint de vérification, sont mis à contribution pour faire la lumière sur cette situation. La RDC, en représailles à son agression par le Rwanda sous le masque du M23, a décidé de la suspension de protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda à la fin de la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense du mercredi 15 juin 2022. Mais cette suspension dissuadera-t-elle Kigali à attaquer la République démocratique du Congo? Tentative de réponse avec Sami Bosongo dans cette fouille de la rédaction. Au terme de la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, élargie au président des 2 chambres du Parlement et aux responsables des services de sécurité, réunion présidée par le président Félix Tshisekedi mercredi 15 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa sur la situation sécuritaire à l'est de notre pays, particulièrement dans les territoires de Rutshuru. 2 mesures ont été arrêtées, dont la demande formulée au gouvernement de la République démocratique du Congo de suspendre tous les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda. Le communiqué officiel du ministère de la Communication et Médias ne donne cependant pas de détails sur les protocoles d'accord, accords et conventions conclus avec le Rwanda pour qu'on évalue l'impact de cette mesure sur le pays des 1000 collines. Selon les sources, le 26 juin 2021 à Goma, Tshisekedi et Kagame ont signé 3 accords de coopération bilatérale. Le premier sur la promotion et la protection des investissements. Le deuxième est une convention qui permet d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. Le troisième est un protocole de coopération entre la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima SA, et la société rwandaise d'ITER LTD.
Ainsi donc, l'or extrait par Sakima devait, à compter de cet accord, être raffiné au Rwanda. Des accords non passés par l'Assemblée nationale, soit dit au vol. D'après le député Juvenal Monobo cité par desk-eco.com, d'autres accords seraient gardés secrets. Selon certaines sources, l'on cite la compagnie aérienne Rwandair avec hub à Goma, des accords de coopération sous-régionale avec le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que des opérations militaires mixtes. Soit dit en passant que ces accords avaient été conclus dans l'esprit de ce que la communauté internationale, notamment les USA et la France, qui estiment que pour qu'il y ait paix à l'est de la RDC, Kinshasa devrait décider de partager ses richesses avec les pays voisins et accepter leur investissement. Sans nul doute, la suspension de ces protocoles d'accords, accords et conventions conclus avec le Rwanda va entraîner un énorme manque à gagner à Kigali. Mais la faute est au Rwanda qui, malgré ces protocoles d'accords, accords et conventions, ne s'est pas empêché d'agresser les pays de Lumumba sous le masque du M23. Et c'est pour la énième fois. Au regard des récents rapports circonstanciés du Centre des monitoring des médias congolais CMMC, ainsi que des réactions de l'opinion publique en général sur la diffusion de la publication par les différents médias des contenus véhiculant des divers messages sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo, constituant des incitations à la violence, la haine tribale et à la xénophobie d'une part, et d'autre part sont facteurs de démoralisation et des mobilisation des FRDC, le CESAC a fait un rappel aux médias en vertu de l'article 78 de la loi numéro 96/002 du 22 juin 1996. Des précisions avec Chantal Kanimbo, rapporteur du CESAC. Aux médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication recommande de traiter et de diffuser les informations relatives aux conflits intercommunautaires et ou guerre dans l'est du pays avec professionnalisme en privilégiant tout ce qui est susceptible de promouvoir la cohésion et l'unité nationale. De s'interdire pendant cette période de programmer des émissions à téléphone ouvert concernant la situation de la guerre dans l'est du pays. De respecter scrupuleusement les textes légaux et réglementaires régissant la profession ainsi que les règles d'éthique et de déontologie journalistique. D'éviter de relayer tout discours ou déclaration divers de propagande contre les institutions légalement établies. Après le Front commun pour le Congo, vient le tour du parti politique Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, qui a réagi après l'invalidation du mandat des députés nationaux de son leader par la bouche du maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, joint au téléphone par Sami Bosongo. Après l'invalidation mercredi 15 juin à l'Assemblée nationale des mandats des 3 députés nationaux, dont Adolphe Muzito de la Mouka et Henri Mouvasakani, Marie-Ange Mouchobekwa, Papi Nyango et Luc Moulimbalimba du FCC, les réactions des familles politiques de ces députés n'ont pas tardé. Après celle du FCC, la réaction du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito est venue de la bouche de maître Blanchard Mongomba. Je compte à un adversaire politique qui est très engagé dans la résistance parce que nous disons que au sein de cette assemblée, il y a plus de 100, on a pris même plus de 300 députés qui ne siègent pas, mais les noms qui ont été choisis, c'est notamment Adolphe Muzito parce que il ne partage pas les mêmes, en tout cas avis, le même politique publique que le groupe de l'Union dite sacrée. Et d'ailleurs, si vous voyez bien, Adolphe Muzito ne siège pas au sein de cette assemblée parce que nous avions levé l'option selon que les contextes qui a prévalu avant la mise en place de cette institution n'a pas permis à ce que nous puissions nous retrouver ensemble avec tout cela. Mais si vous remarquez dans la production, Adolphe Muzito est beaucoup plus mieux que tout que la plupart de ceux qui siègent au sein de cet hémicycle. Officiellement, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Joseph Lembi, expliquaient que les députés invalidés l'ont été pour absentéisme et qu'ils devraient être remplacés par leurs suppléants.
à s'en tenir au règlement intérieur de cette chambre du Parlement congolais. Par le passé, 5 députés nationaux de l'opposition, sur un lot d'au moins 111 députés, avaient aussi vu leur mandat invalidé conformément à l'article 110 de la Constitution pour avoir été absents à 21 séances sur 30 de la session de septembre 2012. Et puis on change de chapitre, reporté en plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie à Covid-19. La cérémonie officielle de la restitution de la relique de Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du Congo, à sa famille, aura lieu lundi prochain à Bruxelles. À travers cette dernière, il s'agit de rendre à son pays natal, qui est la RDC, les restes de Patrice Lumumba, en l'occurrence une dent. Bernadette Kamango nous en dit plus. Le principe de cette restitution, réclamé au roi des Belges Philippe par la famille Lumumba, est acquis depuis 2020. La dent d'Emery Patrice Lumumba a été récupérée par la justice belge dans la famille d'un policier belge. Ce dernier avait contribué à faire disparaître le corps de Lumumba il y a plus de 60 ans. Ce policier belge, Gérard Soult, aujourd'hui décédé, avait décidé de ramener avec lui quelques reliques comme trophée de chasse, selon le sociologue belge Ludo de Witt, auteur d'un livre sur l'assassinat du premier ministre du Congo. Seule une dent attribuée à ce dernier a été récupérée par le parquet fédéral. Héros de l'indépendance en juin 1960, devenu le premier ministre du Congo, Patrice Lumumba a été renversé quelques mois plus tard lors d'un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec à ses côtés Maurice Polo et Okito dans la région du Katanga avec l'appui de mercenaires de l'ancienne puissance coloniale. Son corps, dissous dans l'acide, n'a jamais été retrouvé. La restitution de cette relique doit permettre d'ériger enfin en son honneur un mémorial à Kinshasa. Le 20 juin, une délégation congolaise est attendue à Bruxelles pour la restitution de la dépouille de Patrice Lumumba. Avant la cérémonie officielle, la restitution se tiendra en petit comité conformément aux vœux de la famille. Un moment de recueillement sera réservé à la diaspora congolaise dans la capitale belge. Je vous disais aussi en titre que Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a procédé mardi dernier à l'inauguration des 2 usines et à la pose de la première pierre de construction d'une unité de production des câbles et poteaux électriques à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il était accompagné du directeur général ad intérim du FPI, Jean-Claude Kalenga. Suivez. Dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, le groupe Mining Engineering Service, MES, lui-même, membre du groupe Somika, se distingue dans le secteur de l'industrie. Le mardi 14 juin 2022, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, qui s'est fait accompagner de plusieurs personnalités, notamment le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Jean-Claude Kalenga, a procédé à l'inauguration de l'usine de production Congo Piping, qui est spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique sur base du polyéthylène. Cette usine aura une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Les tuyaux en polyéthylène de haute densité H2PE sont parmi les principaux moyens de transport de fluides, notamment de l'eau, des produits chimiques et de gaz. Le groupe MES, qui tient à se distinguer dans le développement de projets industriels dans la province du Haut-Katanga, innove davantage avec la création d'une nouvelle usine. Il s'agit de Congo Câbles et Transformers. Cette dernière va mettre à la disposition des consommateurs des câbles électriques en aluminium et en cuivre, des barres de suspension en cuivre, des poteaux électriques et des transformateurs. On parle, bien entendu, d'une fabrication locale et non d'une importation. Le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre de cette usine dont la mise en service est également prévue avant fin 2022. Enfin, le groupe MES, en appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet gestion de l'environnement et de développement industriel pour une économie autosuffisante, a déjà rendu opérationnelle une autre usine qui fait le recyclage des huiles usées de l'industrie minière
et de recyclage des mitrailles de cuivre pour, respectivement, la production de fuel oil, soit 6000 kilolitres long et de barres de cuivre. Cette branche du groupe MES, qui a reçu un accompagnement financier du FPI pour son parachèvement, a aussi été visitée par la délégation venue de Kinshasa. Nous avons été heureux de recevoir cette panoplie de projets, y compris celui de la fabrication des PVC, des tuyaux à haute densité, parce que quand vous voyez que ce soit le secteur minier ou même de l'eau, le pays ne peut pas faire des addictions d'eau potable s'il n'a pas une capacité intérieure de production de ses propres tuyaux. Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a pour sa part rassuré l'assistance que son institution, le FPI, ne se lassera pas de financer des projets bancables pour le développement d'un circuit industriel intégré. Je voudrais simplement reconnaître notre cheminement commun avec le groupe Someki. Nous avons accompagné le groupe dans plusieurs financements et le comportement des industries qui constituent ce groupe a été toujours exemplaire. Voilà pourquoi nous sommes toujours ensemble. Sport à présent, les équipes quinoises se sont illustrées avec des scores lourds face à leurs adversaires à l'occasion de la première journée de la phase finale dans cette 13e édition de la Coupe du Congo du football féminin qui a pour cadre le stade des Martyrs de la Pentecôte. Le CSF Bikina et le FCF Amani ont battu respectivement Espoir du Congo central et DSMP Bikina jeudi 16 juin dernier. Samy Bossango. C'est le jeudi 16 juin courant au stade omnisport de Martyrs de Kinshasa que les lampions de la 13e édition de la Coupe du Congo du football féminin ont été allumés. Le CSF Bikira de Kinshasa en match d'ouverture a laminé la jeune équipe Espoir du Congo central par le score de 15-0. FCF Amani, une autre formation quinoise en seconde rencontre, a ridiculisé les DSMP Bikira du Haut-Katanga par 4-0. Notez que cette édition de la Coupe du Congo de football dames senior, qui fait compétir 24 formations au total, se jouera jusqu'au 30 juin. Les clubs participants viennent des 12 provinces, dont Ituri avec 3 équipes, de même que le Bandundu, la capitale Kinshasa et le Haut-Katanga. L'édition précédente, soit la 12e, s'était terminée avec le sacre de FCF Amani. C'est donc avec cette note sportive que nous avons bouclé ce journal, mais d'abord place à présent à la revue de presse. Bonjour. Crise RDC-Rwanda, quelle que soit la gravité de la situation, il faut dialoguer, d'après l'envoyé spécial de l'ONU pour les Grands Lacs. C'est sur cette.cd qui livre l'information, écrit à ce sujet qu'après avoir été reçu jeudi 16 juin 2022 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'envoyé spécial des Nations Unies pour la paix dans la région des Grands Lacs, Wang Xia, a déclaré ce qui suit. Notre analyse, c'est de dire que, quelle que soit la gravité de la situation, il faut tout faire pour donner plus de chance au dialogue. Donc, il y a les sommets tripartites qui aura lieu à Luanda, il y a le processus de Nairobi qui attend un 3e conclave. Du côté des Nations Unies, toutes les entités concernées, nous allons travailler ensemble pour voir comment nous pourrions mieux appuyer tous ces mécanismes de dialogue pour la paix. Sous son titre, Congo central, controverse autour de la perception des frais d'enseignement à distance, Radio Okapi.net apprend que les parents d'élèves de cette province s'indignent que les écoles continuent de percevoir auprès des parents d'élèves 5 000 francs congolais de frais pour l'organisation des enseignements à distance, alors que celui-ci n'a pas été organisé au cours de l'année scolaire 2021-2022 qui s'achève déjà. Les parents d'élèves, détaille le site onusien, se posent des questions sur la gestion et la motivation de la perception de ces frais alors que l'enseignement à distance n'est pas organisé.
Accusé de haine tribale, l'UDPS dénonce les imputations mensongères du M23 et condamne l'agression de la RDC par le Rwanda. À travers ces titres, Mediacongo.net diffuse la réaction de la direction de l'UDPS à cette accusation du M23 à travers son communiqué où on peut lire notamment: en effet, dans son communiqué, ces groupes terroristes fabriqués de toutes pièces et entretenus par le Rwanda pour agresser notre pays allèguent faussement que les responsables de l'UDPS auraient, au cours d'un meeting diffusé sur leur chaîne YouTube dénommée Yokason, présenté une liste des lieux bien documentés et identifiés où se retrancheraient les membres de la communauté Tutsi et auraient donné les mots d'ordre à leurs militants de les mettre hors d'état de nuire, précisant que l'UDPS s'opposera et condamnera sans réserve les actes de violence et d'incitation à la haine tribale qui se commettraient sur les sols des Congolais et c'est d'où qu'ils viennent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette information de Mediacongo.net termine la revue de presse de ce vendredi 17 juin 2022. Portez-vous bien chez vous. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici l'essentiel à retenir. Au Nord Kivu, ce matin, il y a eu un affrontement entre les forces de sécurité de la République démocratique du Congo et ceux du Rwanda à la frontière de ces deux pays. Bilan, un policier congolais tué. En rapport avec la guerre de l'Est, un rappel a été fait aux médias par le CESAC, aux professionnels et aux politiques, leur demandant de respecter les textes légaux et réglementaires lors de la production et diffusion des émissions. Et enfin, 2 usines ont été inaugurées par le ministre de l'Industrie Julien Paluku à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. En début de cette semaine, il était accompagné du directeur général ad intérim du Fonds de promotion de l'industrie. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à toute l'équipe rédactionnelle pour la réalisation de ce journal coordonné par Sarah Guéré et Généreuse Essengo. À vous, chers téléspectateurs, merci de votre attention soutenue. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.